J'ai ouvert la porte de mon bureau à mon petit chat. Est-ce que je vais le regretter? Ça va? Il va aller regarder l'extérieur. Tout va bien. Bienvenue dans ce nouveau top 10. L'année 2024 s'est achevée et oui, il fallait en finir comme chaque année. À la fin de l'année, il faut en finir. J'en profite d'ailleurs avant de commencer. Nous avons rajouté 4 nouvelles dates de projection pour Mourir avant notre mourir. On avait dit que si les projections marchaient bien, on rajouterait des dates. Les projections ont bien marché. Alors chose promise, chose due, vous avez beaucoup demandé ces villes-là. Donc on rajoute une projection à Strasbourg le 14 janvier, à Lille le 21 janvier, à Bordeaux le 28 janvier et à Montpellier le 30 janvier. Prenez vos places, le lien il est dans la description. On sera évidemment là à chaque fois pour présenter le film et pour faire une séance de questions-réponses avec vous à l'issue de la séance. Prenez vite vos places et on se retrouve là-bas. Cette année, j'ai sorti 8 vidéos si on exclut les top 10, et en vrai, je suis plutôt content parce que je pensais ne rien avoir fait sur ma chaîne. Si on exclut l'interrogatoire, ma vidéo préférée de l'année, c'est ma vidéo sur le Festival de Cannes. Parce que c'est une vidéo qui mélange vulgarisation, mais il y a également de la fiction et du vlog, donc ça allie 3 choses que j'aime beaucoup. Vulga, vlog, fiction. Et voilà, il vient de monter sur un meuble sur lequel il n'a pas le droit d'aller. Wilson, tu descends? Jamais il descendra. Wilson, tu descends? Il va jamais m'écouter. Wilson, y a rien là-haut. C'est la dèche. En vrai, faut le laisser faire, parce que quand il verra qu'il y a que dalle, bah il finira par descendre. Fais pas des bêtises quand même. Ah putain, il y a quelque chose à voler. Il y a quelque chose à voler. Ah, il le vole. Il le vole, hein. Ah, il le vole. Wilson, qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, il vole un truc. Il vole un truc beaucoup trop lourd pour lui, du coup, il y arrive pas. T'arrives pas à voler parce que c'est trop lourd, mon petit. Regarde ta taille. Regarde la taille du truc. Je suis désolé, mais tu as perdu ton accès au bureau. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime plus que tout. Sans plus tarder, le top 10. Alors, il y a un changement cette année. Pardonnez-moi, mais j'ai décidé d'enlever le Mont d'Or saucisse patate du top 10, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une pensée très émue et très forte pour lui. Je l'ai enlevé parce que je me suis dit, mais en fait tous les ans je fais un top 9 en réalité, parce que tout le temps je mets le Mont d'Or saucisse patate. Mais vous le savez qu'il y a le Mont d'Or saucisse patate, il y est tout le temps. Il y sera tout le temps, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde de nos vies. Il sera là le Mont d'Or saucisse patate. Il nous guide, on l'aime, il nous aime. Il coule dans nos gosiers, il nous donne de la saveur, il donne de la saveur à la vie, il donne de la couleur à la vie. Et ça c'est merveilleux, donc Mont d'Or saucisse patate, on n'oublie jamais. Il est éternel, limite il est top, ultime. Et ça c'est magnifique. Ça c'est fort. C'est très très fort. Allez, trêve de parolerie. En 10e position, le Picross. Cette année, sur ma Switch, j'ai découvert le Picross. Je connaissais déjà ce jeu depuis longtemps, mais je n'y avais jamais joué et cette année, je m'y suis mis. Alors vous allez me dire, mais Thomas, qu'est-ce que le Picross? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, beaucoup de gens qui connaissent pas forcément. Le Picross, ce serait, si j'ose dire, un mix entre le Sudoku et le démineur, sauf qu'il n'y a pas de bombe. Et le seul point commun avec le démineur, c'est qu'il y a des cases. Il faut appuyer sur les bonnes. En gros, vous avez une grille vide avec verticalement et horizontalement des chiffres, par exemple 5, 2, 2. Cela voudra dire qu'il y aura 5 cases noires collées, au minimum un espace, 2 cases noires collées, minimum un espace, 2 cases noires collées, horizontalement comme verticalement. Et en fait, il faut que vous fassiez coïncider le vertical avec l'horizontal et à la fin, ça vous fait un pixel art. C'est un petit puzzle game, c'est génialissime, ça coûte vraiment pas cher et ça vous dure des heures, c'est très agréable. Moi, j'ai fait toute la post-production de Mourir avant notre mourir là-dessus. Alors, je vois où vous voulez en venir, genre j'ai fait du montage en même temps que je jouais, pas du tout, c'est que moi j'ai fait le montage et après il y avait l'étalonnage et l'étalonnage se passait chez moi. Et ben, ça m'aidait à me concentrer. Je peux pas rester des heures passif derrière quelqu'un qui bouge des couleurs, ou autre hein, d'ailleurs, c'est pas une histoire d'étalonnage, mais c'est que je restais concentré des journées entières en regardant quelqu'un qui, voilà, c'est trop pour moi. Donc le Picross me permettait de maintenir une concentration et un éveil sans que ça me prenne la totalité de mon esprit. C'est-à-dire que ça me permettait de rester disponible pour Pierre Laurent, l'étalonneur de Mourir avant de mourir. Et ça, c'était génial. Bref, je fais très souvent du Picross. Et si je pouvais vous conseiller un jeu de Picross, ce serait Pupicross. Pupicross, c'est un jeu qui a été fait par la développeuse du dimanche. Elle a une chaîne YouTube qui coûte 5 balles sur l'eShop. Prenez-le à chaque fois que vous faites un nonogramme, ça s'appelle un nonogramme, la petite grille. Vous gagnez un petit chien ou un petit chat, c'est trop mignon. Il arrive dans votre petite, j'allais dire votre basse-cour, votre chenil, votre... Bref, vous avez un petit enclos à chiens, et bah vous pouvez les placer, des petits objets, des petits chiens, des petites choses. C'est très mignon et le jeu a un mode qui lui permet d'être infini. Bref, Pupicross, c'est vachement bien. En 9e position, les sacs à dos valises. Alors là, putain, ça c'est une dinguerie.
Je voyage au maximum sans valise parce que je n'aime pas porter des choses. Donc je préfère 1000 fois les sacs à dos et que je parte 2 jours ou une semaine, j'essaie de tout faire rentrer dans un sac à dos. Et un sac à dos où t'enfournes les choses par le dessus, eh ben c'est chiant parce qu'il faut faire un puzzle dans un endroit étriqué ou dès que tu veux un truc, il va falloir tout sortir et tout. J'ai découvert les sacs à dos valises. Moquez-vous de moi si vous saviez que ça existait depuis des lustres. En attendant, je m'étais jamais posé la question et un jour j'ai vu un ami en avoir un et j'ai fait mais c'est quand même vachement pratique ça. Et un jour j'ai craqué et j'en ai acheté un. Ouah, l'écran est pas assez grand. Bam! Voilà, moi j'ai ce sac, c'est incroyable parce que c'est un sac à dos avec des lanières, mais vous le posez comme as et c'est une valise! C'est une valise, c'est comme une valise et vous pouvez ranger toutes les choses dedans. Vous avez besoin de quelque chose, vous ouvrez, vous prenez, vous refermez. C'est tellement pratique. En plus, moi j'utilise des sacs de... Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Des sacs que tu mets les trucs dedans, tu zippes et ensuite tu as un deuxième zip qui vient écraser les vêtements et tout pour qu'ils prennent encore moins de place. Mais que voulez-vous de plus dans ce monde? Franchement, la paix. Sans aucun doute. Les sacs à dos valises, voilà, c'est génialissime, j'adore. Si jamais vous voulez la rêve du mien, c'est un Tom Tok. J'aime bien cette marque, j'avoue, si vous voulez me sponsoriser, je dirais pas non. J'ai un sac à dos et j'ai aussi ma banane, qui est une banane extrêmement pratique avec beaucoup de place dedans. Je vous mets la ref à l'image. J'imagine que Thomas du montage, merveilleux comme il est, il va vous le mettre à l'image, voilà. Bref, les sacs à dos valises, quel banger de praticité et d'honnêteté. Ben non, praticité et d'ergonomie. En 8e position, Faraway. J'ai jamais mis de jeu de société dans ce top 10. Eh bien, c'est chose faite, car pendant les projections de Mourir Not Mourir, j'ai un ami que j'embrasse, c'est Lawen Carbonel, il est photographe. Allez le suivre sur Instagram, il fait des photos magnifiques. Bref, c'est un jeu de société qui est génialissime. Ça se joue de 2 à 6 personnes, et c'est très rare les jeux qui sont vraiment très bien à 2. Celui-ci en fait partie. Faraway, en gros, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel vous allez devoir construire une quête au fil des tours, sauf que cette quête, il va falloir la penser à l'envers. Dans le sens où vous allez placer des cartes, et sur ces cartes, il y a un certain nombre de points, et pour valider ces points, il faut remplir certains objectifs. En gros, c'est des objets à récolter. Donc en posant ces cartes, il faut que vous pensiez à, dans le futur, placer les objets que vous avez besoin pour valider cette carte, parce que les points à la fin de tous les tours se compte à l'envers. On part de la fin et on découvre une carte par une carte. Chaque carte que vous dévoilez, eh ben, s'il y a ce qu'il faut en termes de matériaux nécessaires, en termes de denrées, eh ben, ça vous valide la carte. Du coup, toutes les cartes qui sont encore retournées ne comptent pas. J'explique sans doute très mal, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu est vraiment très cool. C'est un jeu qui n'est pas forcément offensif. Vous pouvez très bien jouer au jeu sans vous soucier des autres et essayer de faire votre meilleure partie possible. Vous pouvez essayer de casser les couilles aux autres en regardant leur jeu et en essayant d'analyser quels matériaux et quelles denrées ils peuvent vouloir récolter parce que vous tirez des cartes à chaque tour et donc prendre la carte que eux auraient voulu prendre. Mais en vrai, c'est même pas tant intéressant. Donc en fait, c'est un jeu qui peut juste être très agréable à jouer entre amis sans forcément se foutre sur la gueule. Et à la fin, on découvre qui a fait le plus de points. Bref, c'est vraiment très bien. Faraway, je vous le conseille, c'est vraiment un super jeu. Et même à 2, c'est génial. En 7e position, Tentation au supermarché. Alors, comment j'ai introduit ça? Tentation au supermarché est un livre écrit par Alexandra Chevalier. C'est un livre érotique, d'aventure, de baston. En fait, c'est Babor l'éléphant qui est un auteur, il coécrit et écrit beaucoup de choses pour beaucoup de monde. C'est un auteur vraiment très talentueux qui, un jour, je vous mets la vidéo en description, mais un jour il s'est dit tiens, je vais acheter une formation pour écrire très rapidement, pour écrire un roman en 7 jours. Et il a écrit le premier tome de Tentation au supermarché. Parce qu'en fait, là-dedans, il y a 4 tomes. En vrai, c'est l'intégrale et c'est marqué. En fait, c'est 4 petits livres. Bref, c'est vraiment pas cher, c'est trouvable sur Amazon. Et en fait, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière, mais en gros, Annabella, jeune gothique coquine et introvertie, tombe folle amoureuse de Lord Gontran Leclerc, le riche PDG des supermarchés Leclerc. Découvrez l'intégrale de la saga culte qui a fait vibrer plus d'une ménagère. Et en fait, j'ai rarement autant ri devant des mots. Je suis pas un grand lecteur du tout, j'ai lu des livres sur le cinéma, des choses comme ça, mais très peu de romans, très peu de... C'est peut-être pour ça que ça me chope à ce point, je sais pas. Mais qu'est-ce que j'ai ri et j'ai envie d'écrire un livre maintenant parce que je vois le pouvoir que la littérature a. Bon, il y a plein de fautes d'orthographe, il manque des mots à des moments, et limite c'est drôle qu'il manque des mots parce qu'il y a vraiment un truc de... c'est un peu fait à l'arrache. Mais qu'est-ce que c'est marrant, c'est complètement con. En fait, on sent que Babor il écrit en s'en battant la race, et vu qu'il doit écrire en 7 jours, parce qu'il y a quand même ce défi à la base, qu'il
faut pas oublier. Bah du coup il est obligé d'écrire et d'y aller et il laisse aller sa pensée. Et il y a des moments où, bah si vous êtes déjà arrivé de lire un truc, de voir quelque chose et de vous dire en vrai, si là on s'en foutait que le personnage il répondait juste ça, et bah là c'est ce qui se passe tout le long de ce livre et c'est hilarant. Je suis peut-être un gamin, j'en sais rien, mais je trouve ça hilarant. Le premier tome il part dans du shonen, enfin il y a vraiment des trucs très étonnants là-dedans. Il y a vraiment plein de bonnes idées là-dedans malgré le côté balèque avec lequel ça a été fait. En vrai, je trouve pas que ce soit tant balèque que ça. Si vous avez envie de rire un coup, ça se lit vite, c'est marrant, c'est extrêmement vulgaire. Je sais pas comment vous voulez que je décrive ça? C'est rigolo, allez le lire, c'est marrant. Je vous le conseille, je sais pas quoi dire de plus là-dessus, je vous le conseille. En 6e position, Ali Brassard. Je suis tombé sur les vidéos d'Ali Brassard par je ne sais quelle vidéo, et en fait j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais qui pète un plomb. Ali Brassard, c'est une Québécoise d'une 25aine d'années qui fait des vlogs. Et en fait, tous se suivent et quand un vlog se termine, le suivant reprend là où ça s'est terminé. C'est-à-dire que elle a créé en quelque sorte le Friends des vlogs, parce que dans tous ces vlogs, il y a sa bande d'amis et ils ont tous des personnalités et une répartie et une présence qui fait que t'as vraiment l'impression de mater des vlogs avec des personnages, mais en même temps, c'est un peu la vraie vie. Ils sont trop marrants. Enfin, moi, ça me chope vraiment. Alors, ça gueule beaucoup, ça rote, ça fait les cons et compagnie, mais je sais pas, j'aime trop regarder ses vidéos et j'ai rattrapé toute sa chaîne, tellement son storytelling est bon. Et en fait, tous les gens qui gravitent autour d'elle, je me suis mis à consommer leur contenu aussi. Bref, Ali Brassard, c'est vraiment devenu, je pense, ma youtubeuse préférée. Genre, alors aujourd'hui, je dis ça, elle est devenue quand même assez connue. Je pense qu'elle a un des meilleurs ratios de tout YouTube, dans le sens où là, je crois qu'elle a 120 000 abonnés et dès qu'elle sort une vidéo, elle a genre 80 000 vues dans la nuit, quoi. C'est une des rares personnes qui sort une vidéo qui fait plus de vues que son nombre d'abonnés. Et moi, quand je l'ai découvert, elle avait 60 000 abonnés, je crois, et elle a explosé, et c'est normal en même temps. Bref, je sais pas si ça plairait à tout le monde, mais vraiment, c'est devenu ma Madeleine de Proust, Ali Brassard. Si je pouvais faire un interrogatoire avec elle, comme j'ai fait avec Chechounet, ce serait tellement bien. Parce qu'en plus, elle est vraiment, vraiment très, très marrante. Allez découvrir Ali Brassard. Niveau vlog, vraiment... j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi prenant et intéressant et rigolo qu'elle. Je sais pas si vous aimerez ou pas, je sais pas si ça va vous parler ou quoi, parce que je pense que c'est particulier aussi comme vidéo, c'est une énergie qu'il faut aimer. Bref, moi j'adore. En 5e position, Ranma 1/2. Je regardais Ranma 1/2 avec ma sœur à la télé quand on était plus jeune et on adorait ça parce que c'est vraiment très très bien. Et en fait cette année j'ai beaucoup pensé à Ranma 1/2, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup pensé et je me disais purée j'aimerais bien, j'ai vu plein d'épisodes par-ci par-là mais j'ai jamais consommé toute la série. Et cet été pendant les vacances je me suis dit en fait j'ai envie de lire un manga et je me suis dit bah vas-y c'est l'occasion, allons lire Ranma 1/2. Du coup, je me suis chopé le premier tome et je l'ai éclaté en one shot. Et j'ai regretté de ne pas en avoir acheté 2 ou 3 parce que je l'ai trop vite bouffé. Et qu'est-ce que c'est génial. Déjà, ça m'a ravivé des souvenirs. Ce mood qu'il y a dans Ranma 1/2, je l'ai retrouvé, j'ai vraiment eu des feels d'enfance. Qu'est-ce que c'est génial. Il y a un côté progressiste et en même temps tu vois que ça vient des années 80. Bref, c'est l'histoire de Ranma qui est tombé dans une source d'eau maléfique et qui du coup quand il est en contact avec de l'eau froide se transforme en fille. Et quand il est en contact avec de l'eau chaude, il redevient un garçon. Bref, j'adore, c'est hyper rigolo, ça crée énormément de quiproquos et de situations drôles. Et à la fois, il y a un peu un côté shonen parce que Ranma se fight avec les gens. Et en fait, là-bas, c'est comme si tous les conflits, qu'ils soient positifs ou négatifs, se réglaient avec de la baston. Je sais pas comment on l'explique autrement, mais dès qu'il y a un truc à faire, ça se fight. Ça se fout sur la tronche et ça se bat. Bref, lisez Ranma, c'est très étonnant, ça change des autres mangas habituels. J'ai tellement pété un câble que j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, à un moment, je suis allé chez mon libraire et je lui ai dit, écoute, mets-moi les 15. Et comme ça, au moins, c'est fait, je les ai. Il y a 20 tomes dans cette édition. Je vous invite à lire Ranma, c'est vraiment, vraiment très, très bien. En 4e position, Godzilla Minus One. Cette année, je suis très peu allé au cinéma, je m'en rends compte. En fait, les fois où je suis allé beaucoup au cinéma, c'était pour mon film. J'ai pas eu beaucoup de temps devant moi, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, ou en tout cas, j'ai pas suffisamment pris le temps d'aller au cinéma et je le regrette parce qu'il y a eu énormément de chouettes sorties, surtout en France, et j'ai loupé
énormément de choses. Mais il y a un truc que je n'ai pas loupé et qui pourtant a été très très mal distribué, c'est Godzilla Minus One. Godzilla Minus One, c'est exceptionnel. Quand il est sorti chez nous, il a eu 2 séances que dans des cinémas pâtés et il y avait pas grand monde. Et moi, j'ai été dans un des plus gros cinémas de Paris qui propose de l'IMAX. On était 30 dans la salle. C'est Godzilla Minus One. Et ce film est génialissime. C'est peut-être un peu cucul à praline sur certains points et tout, mais c'est un film qui a un tout petit budget. Alors, c'est annoncé 15 millions sur internet. J'ai vu une interview du réalisateur, je sais plus où il dit qu'il aurait adoré avoir 15 millions, mais que ça n'est pas le cas, donc potentiellement ils ont eu moins. Et quand tu mates le film, et que tu vois que tu dis c'est moins de 15 millions. Mais il y a un problème quelque part dans l'industrie du cinoche, notamment chez les Américains, notamment chez Marvel, je dis ça au hasard, parce que quand t'as des films avec 100, 200, 300 millions au budget et que ça ne ressemble à rien, et que derrière t'as des choses comme Godzilla Minus One, où vraiment ils font courir des gens sur un parking avec des fonds verts, et que après ça, t'as une scène gigantesque avec Godzilla qui éclate une ville. Enfin, c'est fou quoi. C'est hyper bien fait, c'est mémorable. Le fond d'après Seconde Guerre mondiale, le côté reconstruction et compagnie est hyper intéressant. Comme je disais, il y a des trucs un peu cucul à praline, mais en fait le film est tellement bon qu'on s'en fout. C'est tellement dingue de faire ça en termes d'effets spéciaux. Bon, ils ont eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, donc il y a un moment, je vais pas encore une fois enfoncer une porte ouverte, mais en termes de son, par exemple, en termes de mise en scène, en termes de son, ce film est intelligent en tout point. Mais ils ont tellement peu de budget qu'ils ont que été malins pour rendre ce film hyper immersif et haletant, c'est ça qu'on dit. Dans ma vidéo sur le Dogme 95, j'en ai pas parlé au début, mais c'est une vidéo que j'ai adoré faire aussi cette année. C'était ma première vidéo de vulgarisation. Dans la vidéo sur le Dogme, je mets un petit tacle à Christopher Nolan. Mais il y a un moment où dans cette course au réel, faut faire attention parce qu'à force de vouloir le capter, eh ben quand on a besoin de filmer une explosion nucléaire, plutôt que de la faire en CGI, on va aller filmer une véritable explosion qui n'est pas nucléaire. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec tout, sauf une explosion nucléaire. Et ben ce film est la preuve que tu seras pas le plus malin et le plus artiste en filmant une vraie explosion normale et que t'as meilleur temps de faire une fausse explosion nucléaire en CGI, parce que dans ce film, les explosions, elles t'éclatent la tronche, elles se ressentent dans le bide. Il y a vraiment des sensations très satisfaisantes pour les oreilles et les yeux dès qu'il y a un truc qui pète là-dedans, parce que ils ont mis le max dans le son, dans la mise en scène et dans le visuel. Quand tu vois une explosion dans Godzilla Minus One, c'est impressionnant. Quand tu vois alors dans Oppenheimer là, t'es en mode bah frère, en fait t'aurais fait ça, ça aurait été exceptionnel. Heureusement dans Oppenheimer il y a tout le montage qui suit, qui rend la scène vraiment mémorable. Mais l'explosion elle pue la merde. On va pas se mentir, elle pue la merde l'explosion. Là-dedans c'est dingue. Bref, Godzilla Minus One, c'est le film à voir. Et d'ailleurs, je disais qu'il était sorti que dans 2 séances, mais il me semble qu'il a eu une réexploitation derrière dans d'autres salles. Bref, Godzilla Minus One, c'est vraiment très bien. Il y a d'autres films que j'ai adorés évidemment, mais il y en a un surtout dont j'aimerais parler parce que je sais pas s'il va avoir l'exposition qu'il mérite ou non. C'est un film qui est disponible gratuitement sur YouTube, sur Arte. Ce film s'appelle Je ne me laisserai plus faire. C'est un film avec Yolande Moreau et Laure Calamy notamment. C'est un film de Gustave Carverne et c'est l'histoire d'une dame, donc Yolande Moreau, qui, suite à la mort de son fils, s'évadait de son EHPAD. Je sais plus si elle s'évade de son EHPAD ou si elle a juste plus l'argent pour le payer. Bref, elle se barre de son EHPAD et elle décide de se venger de tous les gens qui lui ont fait du mal dans sa vie. Et donc c'est un film qui est très rigolo, puis qui est doux amer, puis qui bascule dans le plutôt très amer, et c'est magnifique. C'est un film qui fait du bien, et donc on a le duo Laure Calamy, Yolande Moreau qui marche extrêmement bien, avec ces 2 femmes qui vont aller se venger des gens qui leur ont fait du mal, et à côté on va avoir des gens comme Alison Wheeler qui joue la directrice de l'EHPAD, et elle est exceptionnelle dans son rôle. Vous allez avoir encore une fois Jonathan Cohen, et encore une fois Raphaël Quenard, et pour une fois, c'est pas le Jonathan Cohen Show ou le Raphaël Quenard Show. Ils sont au service du film. Ça rend le truc génialissime parce que enfin on revoit Jonathan Cohen qui est pas embauché juste pour faire du Jonathan Cohen. Il est embauché en tant qu'acteur, en tant que très bon acteur. Je vous invite vraiment à regarder ce film. C'est très très beau et c'est gratuit. Donc en fait, je vous mets le lien dans la description s'il faut. Vous avez juste à cliquer et le mater. C'est magnifique. C'est un super beau film. En 3e position, Starmania. Alors ça, je crois que c'est l'année dernière où j'ai parlé de Thomas Joly parce que j'avais découvert Le Dragon et instantanément j'étais devenu assez fan de ce metteur en scène parce que j'avais enfin vu quelque chose de nouveau au théâtre. On s'est parlé un peu sur les réseaux, ma copine a bossé sur Starmania et du coup il nous a invités à venir voir Starmania en spectacle. Je sais même pas comment décrire ce que j'ai vu tellement c'était exceptionnel. Moi je viens du cirque à la base, depuis que j'ai 5 ans, je suis dans le monde du cirque, du spectacle et tout, même si j'étais fromager.
Eh oui, je faisais du cirque. J'ai eu cette chance immense de voir énormément de culture et de spectacles vivants. J'ai vraiment vu des choses folles et impressionnantes. Je suis évidemment pas le gars qui a vu le plus de trucs dingues, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de trucs et rien ne m'a jamais autant cassé la gueule que ça. Starmania, c'était exceptionnel. Je pense que je m'en suis toujours pas remis, et pourtant je l'ai vu il y a plusieurs mois. Starmania, je savais pas ce que c'était, mais je savais qu'il y avait plein de musiques qu'on connaissait tous dedans, mais je savais pas du tout ce que j'allais voir. Et en fait, quand le spectacle a commencé avec t'as des chansons comme Quand on arrive en ville, le blues du businessman, j'ai fait mais quoi, mais tout ça c'est dans Starmania. Et surtout c'est des chansons qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, parce qu'on les a toutes entendues, pareil Ziggy, ou alors Stone, Le Monde est Stone. Tous ces trucs là tu les entends mélangés par-ci par-là, donc du coup tu te poses pas la question de ce que c'est. Mais quand tu vois le spectacle entier avec la mise en scène de Thomas Joly, tu comprends tout ce que ça veut dire. Et quand par exemple il y a eu le blues du businessman, avec les lumières, enfin j'ai chialé. Juste, c'était exceptionnel. Et en fait, ce spectacle, imaginez que vous allez voir un spectacle où on a dit aux gars, non mais vas-y, niveau créativité, vas-y sans limite. Fais-en des kilotonnes, fais ce que t'as toujours rêvé de faire. Bah c'est au-dessus de ça. Tellement il y a d'idées en termes de lumière, en termes de mise en scène, en termes de chant. Enfin, je veux dire, les chanteurs et les chanteuses de ce spectacle sont tellement talentueux et talentueuses. C'est complètement fou. En fait, je sais pas quoi dire à part que c'est exceptionnel. J'ai rarement eu autant d'émotions devant un spectacle. Et puis c'est tellement actuel. Dans les années 70, c'est une dystopie. En 2024, c'est beaucoup moins une dystopie et c'est un peu plus un reflet de notre réalité, quoi. Donc ça rend le truc encore plus... Déjà, tu te dis, putain, là, la vache, les visionnaires. Et aujourd'hui, tu te dis... on est dans une société, quoi. En tout cas, je pense que vous avez compris que j'ai adoré. En deuxième position, Stardew Valley. J'enfonce une porte ouverte parce que énormément de monde adore Stardew Valley. Mais Stardew Valley, cette année, ça a pris énormément de place dans ma vie. On s'est fait une ferme, on s'est mis à y jouer en coop. Et pouah, quelle dinguerie! Ce jeu est tellement riche, tellement complet, il y a tellement de choses à faire différentes. Tu peux faire le jeu de tellement de manières différentes. Il y a un lore immense, il y a des choses cachées de partout. Vous pouvez décider de parler aux habitants, vous pouvez décider de pas leur parler, machin, bref. Peut-être je vais vous resituer et vous dire ce que c'est que Stardew Valley. Stardew Valley, c'est un jeu dans lequel vous récupérez la ferme de votre grand-père qui vient de décéder et vous fuyez la grande ville et le capitalisme pour pouvoir vous poser à la campagne tranquille et reprendre la ferme. Et donc vous partez un peu de zéro et vous devez développer votre ferme et développer votre ferme, quoi. C'est vraiment aussi con que ça. Sauf que le jeu va vous emmener sur deux terrains. Vous aurez le choix soit de faire votre petite vie de fermier tranquille et au bien-être de votre village, soit vous pouvez céder au capitalisme et travailler pour une gigantesque enseigne, une enseigne marchande, et travailler pour eux. Et du coup, le jeu prend un autre virage. Moi, j'ai jamais fait cette version-là, mais apparemment, c'est plus simple. Il y a plus d'oseille. Tout est plus facilité, quoi. Mais du coup, vous prenez moins soin du village. Nous, on a choisi la version Peace, parce qu'on est des babas cool ou quoi. Putain. Et en fait, Stardew Valley, c'est génial. C'est tellement agréable comme jeu, c'est tellement chill. C'est un jeu qui, sincèrement, fait du bien. J'aimerais quand même parler de deux autres jeux qui m'ont plu cette année. Évidemment, il y a eu Zelda Echoes of Wisdom. Ça a été, je pense, mon jeu favori de cette année. J'ai adoré Echoes of Wisdom. C'est un enfonçage évident de porte ouverte. Et il y a un autre jeu qui là est en train de me choper, c'est Dragon Quest 3 HD 2D Remake, que je trouve pour l'instant assez exceptionnel. J'adore, je trouve ça génial, je trouve ça magnifique. J'ai l'impression de jouer tout le temps. Il y a beaucoup de jeux, surtout des RPG, où ça parle. Ça a l'air très technique comme jeu, donc je pense que il y a plein de trucs cachés, planqués, il y a beaucoup de choses à tester et compagnie. Bref, Dragon Quest 3 HD 2D Remake, j'ai très hâte d'avancer dessus. On arrive maintenant au top 1 de cette vidéo. En première position, projeter son film au cinéma. Alors ça a commencé avec la première mondiale au Bruxelles International Fantastic Film Festival. Je vous rappelle qu'il y a un vlog sur lequel vous pouvez voir tout ce qui s'est passé. Il y a des choses très intéressantes dedans, je vulgarise, j'explique comment ça marche. Ça a commencé là-bas, c'était dingue. Direct, on nous a acheté le film, je l'explique dans la vidéo. C'était complètement fou. Ça a enchaîné très rapidement sur Cannes parce que les gens qui ont acheté le film nous ont dit il faut le mettre à Cannes et tout. On s'est retrouvés au festival de Cannes. J'étais jamais allé à Cannes de ma vie, j'aime pas la foule. Je m'étais toujours dit ok, je ferai l'effort d'aller à Cannes le jour où j'aurai un film là-bas. J'ai eu un film à Cannes. Et ensuite, ça a mis beaucoup de temps, mais on a organisé des séances dans toute la France. On a pu en faire 6 dans un premier temps. C'était génial. Donc, merci à vous d'être venus parce que vous permettez à d'autres personnes de pouvoir l'avoir proche de chez eux. Donc, on a ces 4 séances qui nous attendent en janvier. Le lien, il est dans la description. Prenez vite vos places. J'ai hâte de vous voir en salle et de vous présenter ce film. Ça va être super, j'en suis sûr. Je sais pas comment vous décrire ça, mais avoir une salle pleine qui est là pour voir un truc sur lequel vous bossez depuis 2 ans et les entendre réagir, les entendre rire, c'est unique.
et d'avoir pu le faire dans toute la France, c'est hyper précieux et j'en ai tellement conscience. Donc merci infiniment d'avoir rendu ça possible, parce qu'il y a quand même 50% du budget, c'est les personnes qui ont participé au crowdfunding sur KissKissBankBank. Je bosse sur les bonus pour pouvoir faire le Blu-ray et pour pouvoir finaliser tout ce projet et vous fournir à toutes et tous vos contreparties. Merci pour tout ça, parce que grâce à vous, j'ai une chance de pouvoir faire du cinéma. Je l'ai dit pour ceux qui étaient en projection, mais je travaille sur plusieurs autres longs métrages, certains plus avancés que d'autres, mais c'est très encourageant. Je touche du bois, mais il y a des chances que ça se fasse, en tout cas. Donc merci pour ça. Bref, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne. Vraiment, ayez la curiosité de cliquer sur les vidéos. Allez voir mon nouveau format d'interrogatoire. N'hésitez pas à me suggérer des invités. Et puis, je vous souhaite une excellente année 2025. J'espère qu'elle sera faite de plein de choses positives. À très bientôt.